Bonjour à tous, je suis très contente d'être là pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui donc sur l'impact du coronavirus en droit du travail. On m'a demandé de me présenter un petit peu, je m'appelle Laetitia Chassevent, je suis avocate, j'exerce principalement donc en droit social sur le barreau de Saint-Pierre. Donc droit social, c'est-à-dire que je fais du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, de la fiscalité du travail ou du droit pénal du travail, si je ne l'ai pas déjà dit. J'exerce aussi dans d'autres domaines, mais voilà, le droit social, c'est vraiment mon domaine d'activité principal. Le domaine, c'est de toute façon toujours en droit des affaires. Et donc, je suis collaboratrice au sein du cabinet CAR Avocat. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est le cabinet du bâtonnier de Saint-Pierre. Donc, j'exerce dans ce cabinet et en plus, à titre individuel, donc je suis indépendante et j'exerce en plus au-delà de ce cabinet. Alors, m'a demandé pourquoi on me choisirait a priori comme avocate. Je dirais que la première raison, c'est parce que je suis profondément passionnée par ce que je fais. J'espère que ça transpirera dans ma présentation aujourd'hui, mais j'aime vraiment ce que je fais. Euh, donc, je travaille en droit social tant dans le domaine du conseil que du contentieux. Donc, le conseil, ça va être par exemple sur de la formation, sur de l'audit. Donc, c'est quand on vérifie finalement si les documents d'une entreprise, par exemple, sont conformes par rapport aux règles en droit social. Je réponds à des questions juridiques. Et aussi, donc après, la partie contentieux, donc classiquement, le rôle de l'avocat qu'on connaît tous, donc devant le conseil de prud'homme ou d'autres juridictions. Et donc, je pense que cette casquette de la compétence conseil, en plus du contentieux, ça peut être un atout pour les clients et notamment clientèle d'entreprise, parce que je peux vraiment les accompagner au quotidien. Ensuite, j'ai aussi une expérience moi-même en tant que gestionnaire RH par le passé. Donc, j'ai vu comment ça se passait de l'intérieur et aussi l'humain et l'impact humain de certaines décisions qui sont prises en droit social. Et enfin, je dirais que l'une des meilleures raisons, c'est que finalement, j'ai moi-même été cliente parce que j'ai fini dans cette matière, parce que moi-même, à l'époque, pendant mes études, j'ai eu un contentieux. Donc j'ai pu voir finalement les problématiques qui pouvaient se poser, les questions que je me posais alors que moi-même je n'y connaissais encore rien du tout dans ce domaine et que je me demandais tous les jours quand est-ce que j'aurais une réponse de mon avocate, qui était d'ailleurs excellente. Mais du coup, je sais à quel point le temps peut paraître long aussi côté client, parce qu'on n'est pas forcément habitué finalement au temps long de la justice. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai convaincu. En tout cas, j'espère que le webinaire qui suit, merci, vous plaira. Donc, je vais lancer la présentation donc, en plein écran. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, une présentation de l'impact du coronavirus en droit du travail. Donc, je pense que vous avez dû le voir, il y a eu pas mal finalement d'évolutions liées au contexte actuel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet. Donc au menu du jour, je vais d'abord vous faire une petite introduction en matière d'actualité jurisprudentielle avec quelques cas que j'ai choisis. Ensuite, donc en première partie, on va voir le contrat de travail pendant cette période d'épidémie. En seconde partie, la santé au travail. Et enfin, je ferai un petit résumé. Donc, tout d'abord, en matière d'actualité, j'ai choisi trois cas à étudier. Donc, la jurisprudence qui est liée à Amazon, celle liée à la Poste et enfin celle liée à Renault. Donc, sur le premier cas, le cas d'Amazon, je vous mets dessus en même temps, c'est mieux. Donc pour le premier cas, celui d'Amazon, en fait c'est le syndicat Sud Solidaire qui a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre donc en avril 2020. Ensuite, il y a un appel qui a été interjeté et dans les deux cas, donc en première instance mais aussi en appel, la société Amazon a été condamnée. Donc, en fait, l'objet du litige portait finalement sur l'insuffisance dans l'évaluation des risques qui sont liés au coronavirus. En tout cas, c'est ce qui a été reproché par ce syndicat et le fait que les représentants du personnel n'avaient pas été associés à l'évaluation des risques. Il faut savoir qu'en parallèle de cette action judiciaire, l'administration du travail a adressé des mises en demeure, donc de respecter différentes mesures de prévention à certains établissements d'Amazon. Donc le résultat, c'est finalement que le juge des référés a considéré qu'il y avait un risque de danger grave et imminent de contamination pour les salariés. Il y a différents manquements qui ont été reconnus. Donc, par exemple, le fait qu'il y avait des mesures de distanciation sociale qui ont été jugées comme insuffisantes. Là, la problématique, en l'occurrence, c'était qu'il y a eu une augmentation de commandes. Ils ont embauché plusieurs intérimaires
Donc il y a eu un nombre important de personnes sur le site. Donc forcément, il était plus compliqué de respecter ces mesures de distanciation sociale. Mais ensuite, il a été reproché une insuffisance d'évaluation des risques, y compris les risques psychosociaux, donc notamment liés, par exemple, à du télétravail. Donc les risques en question, ça pouvait porter sur les risques qui sont à l'entrée des sites, par exemple sur les portiques tournants, les risques liés aux vestiaires, parce qu'effectivement, on est beaucoup de personnes dans un espace assez restreint, les risques qui sont liés à la manipulation des colis, parce que finalement, ces colis passaient de main en main. Ensuite, donc il a été reproché le fait de ne pas avoir associé les représentants du personnel à l'évaluation des risques, mais aussi sur la mise en place des mesures préventives. Le fait d'avoir eu des insuffisances sur les plans de prévention et notamment finalement par rapport aux entreprises extérieures et aux salariés extérieurs qui pouvaient venir sur les lieux. Des insuffisances en matière de formation du personnel. Il a été aussi reproché par les juges le fait que Amazon, ou en tout cas dans certains établissements d'Amazon, que le document unique d'évaluation des risques n'ait pas été assez actualisé. Et ça, ce sera vraiment un point sur lequel je vais insister à plusieurs reprises pendant ce webinaire. Et enfin, en dernier lieu, donc, il a été considéré que le protocole lié à la fréquence des nettoyages était imprécis. Donc, la conséquence, c'est qu'il y a eu une condamnation d'Amazon en référé et sous astreinte. Donc, il y a une restriction finalement des activités des entrepôts, donc restreint à certaines activités et des activités qui étaient liées à des commandes de produits essentiels. En sachant qu'il a été enjoint à Amazon de mieux évaluer ses risques, d'associer cette fois-ci le représentant du personnel à cette nouvelle évaluation des risques et de renforcer les mesures prises pour protéger les salariés. Donc, là, en l'occurrence, le raisonnement, et pareil, ça limite finalement toute la matière, toute la question de la sécurité au travail, c'est qu'il faut avant tout, si possible, éviter les risques. Et si ce n'est pas possible d'éviter les risques, dans ces cas-là, il est absolument nécessaire de les évaluer, et d'autant plus dans cette période actuelle. Donc ensuite, sur le second cas, c'est celui de la Poste. Donc c'est la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications à la Poste qui a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Donc il y a un jugement qui a été rendu le 9 avril 2020. Donc l'objet du litige, finalement, c'est encore une fois des problématiques d'évaluation des risques liés au coronavirus, des insuffisances dans les mesures de prévention et des manquements sur la mise en œuvre des mesures qui font suite au résultat de l'évaluation des risques qui avait été faite. Donc le résultat, ce qui a été jugé, c'est que la Poste n'a pas manqué à ses obligations. En revanche, qu'elle devait absolument élaborer son document unique d'évaluation des risques. Les juges ont aussi précisé qu'il était important de mesurer les risques professionnels par unité de travail. Et là, j'insiste là-dessus. C'est très important finalement d'analyser les risques au plus proche du terrain. Donc, les juges ont aussi précisé qu'il était important de transcrire les résultats dans le document unique d'évaluation des risques. Il ne fallait pas seulement se contenter de paraphraser les recommandations officielles qui avaient été faites par rapport au coronavirus. Et enfin, donc, le troisième cas sur ces actualités jurisprudentielles, donc ça concerne l'entreprise Renault. C'était le syndicat CGT des travailleurs de Renault Sandouville qui a saisi le tribunal judiciaire du Havre. Et donc, pareil que précédemment, donc l'objet du litige, c'était encore une fois une problématique d'évaluation des risques qui a été jugée insuffisante et une carence dans la consultation des IRP. Donc les IRP, pardon, les représentants du personnel, donc le comité social et économique notamment. Par contre, les problématiques nouvelles par rapport au contentieux que j'ai développé précédemment, c'est le fait que la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail n'avait pas été convoquée, alors que pourtant c'est un projet important qui modifiait les conditions de travail. Et aussi l'ordre finalement de consultation, le fait que la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail a été convoquée à une réunion, mais après celle du comité social et économique d'établissement. Alors qu'en fait, il aurait fallu faire l'inverse. D'abord, finalement, rencontrer les représentants du personnel qui s'occupent vraiment de la santé et de la sécurité au travail, et après seulement consulter le comité social et économique. Donc le résultat, c'est que donc, Renault a été condamné. Il a été reconnu des manquements de l'entreprise, une carence dans l'information et la consultation des représentants du personnel, donc le fait finalement que le CSE n'ait pas été associé à l'évaluation des risques, le fait que le CSE n'ait pas non plus été associé à la mise à disposition des équipements de protection, les fameuses EPI, mais aussi sur l'élaboration des actions préventives. Le CSE n'a pas non plus été consulté sur le programme de formation des salariés, ça a été reproché,
Et enfin, le fait qu'il manquait certains documents pour que le CSE puisse rendre un avis éclairé sur la situation. Donc, ensuite, donc il y a eu une condamnation sous astreinte de Renault, et notamment, donc, il a été dit à Renault qu'il fallait suspendre le projet de reprise jusqu'à la réalisation des mesures qui étaient nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés, qu'il fallait reprendre la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, qu'il fallait absolument procéder à une évaluation des risques plus poussée. Donc ça, vous voyez que c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement. Il fallait bien retranscrire l'évaluation des risques dans le document unique d'évaluation des risques et mettre en œuvre les actions de prévention et les méthodes de travail adaptées, mais aussi en y associant les représentants du personnel. Donc, tout comme l'évaluation des risques, le fait d'associer les représentants du personnel à chaque étape est absolument important. Donc, ce qu'on peut retirer comme leçon par rapport à ces trois jurisprudences, c'est qu'il faut absolument évaluer les risques de façon complète. Donc, les risques physiques de contamination liés au coronavirus, mais aussi les risques psychosociaux. Et évaluer les risques au plus proche du terrain, donc c'est ce qu'on disait précédemment. Par exemple, dans les cas des usines, donc il fallait absolument le faire par usine ou par unité de travail. Il faut aussi associer donc les représentants du personnel à l'évaluation des risques, mais aussi sur la mise en place des mesures de prévention, sur le programme de formation des salariés, et bien penser à consulter finalement les représentants du personnel qui s'occupent de l'hygiène et de la sécurité au travail avant de consulter le comité social et économique. En tout cas, si l'entreprise est pourvue de ces représentants du personnel-là. Il faut absolument intégrer les résultats de l'évaluation des risques dans le document unique d'évaluation des risques, actualiser le document unique d'évaluation des risques, former les salariés. Donc là, c'est des formations théoriques, mais aussi des formations pratiques. Si je prends un exemple sur l'utilisation des masques, c'est déjà expliqué qu'il faut pincer, qu'il ne faut pas retoucher sans arrêt le masque, combien de temps on peut le garder. Vraiment des problématiques finalement quotidiennes d'utilisation aussi de ces nouveaux équipements de travail, et avoir un plan d'action en amont et non pas des mesures qui soient prises au jour le jour. En fait, il faut une vision globale sur les mesures de prévention. Donc par rapport à tout ça, je veux quand même attirer votre vigilance sur le fait qu'il faut absolument s'aménager la preuve du fait que vous avez réalisé toutes ces opérations, parce que c'est ce qui vous protégera finalement en cas de contentieux. Parce que votre responsabilité peut être engagée pour avoir manqué aux mesures de prévention, et ce, même si le risque ne s'est pas réalisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'assurer d'avoir la preuve, d'avoir mis en place toutes les mesures nécessaires. Ensuite, sur la première partie, le contrat de travail en temps de coronavirus, donc on va étudier la situation de la période d'essai, aborder les questions en matière de durée du travail, et enfin en matière de procédure disciplinaire et de licenciement. Donc, sur la problématique de la période d'essai, la question est la suivante. Donc, est-ce que je peux rompre la période d'essai d'un salarié? Donc, la réponse est oui. Comme auparavant, c'est toujours possible de le faire. En revanche, la rupture de la période d'essai ne peut pas être liée à l'épidémie. Il faut bien que ce soit fondé sur l'incapacité du salarié à occuper l'emploi qui est proposé. Parce que si vous rompez la période d'essai par rapport à l'épidémie, dans ces cas-là, c'est une rupture qui est considérée comme abusive. Alors, pour information, l'employeur n'a quand même pas à justifier sa décision de rompre le contrat. Et donc, en cas de contentieux, ce sera au salarié de prouver que la rupture est abusive et que finalement, elle est liée au coronavirus. Donc ensuite, seconde question, est-ce que le salarié qui est en période d'essai est éligible au dispositif d'activité partielle? Oui, il est éligible comme tous les salariés. Et dans ce cas, finalement, la période d'essai sera prolongée à due proportion de la durée de suspension du contrat, donc à due proportion de la durée de la mesure de chômage partiel. Ensuite, donc sur la question de la durée du travail, vous avez sûrement beaucoup entendu parler de la question des congés payés en ce moment. Donc la question, c'est la suivante, c'est est-ce que je peux imposer finalement la prise de congés payés à mes salariés ou modifier les dates de prise de congés payés? Donc oui, mais sous certaines conditions. C'est ce qui a été prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020. Donc il faut d'abord que ce soit prévu par un accord d'entreprise ou à défaut par un accord de branche. C'est limité à 6 jours de congés payés, donc qui peuvent être imposés ou modifiés. Il faut absolument que le salarié soit informé au moins un jour franc à l'avance, et les congés payés qui sont imposés donc, sont pris avant le 31 décembre 2020 absolument.
Donc, en comparaison, en temps normal, l'employeur doit prévenir le salarié au moins un mois à l'avance, sauf cas de circonstances exceptionnelles. Vous voyez bien en parallèle, un jour franc à l'avance, un mois à l'avance, on voit qu'on est vraiment dans des mesures exceptionnelles. Ensuite, donc sur les RTT, les repos liés à une convention de forfait ou les droits affectés au compte épargne-temps, question est de savoir est-ce que je peux imposer la prise de ces repos, et par exemple de RTT, à mes salariés ou modifier la date à laquelle ces repos devaient être pris. Donc c'est possible, encore une fois, avec l'ordonnance du 25 mars 2020. Les conditions sont les suivantes. D'abord, il faut encore une fois informer les salariés un jour franc à l'avance. Ces repos doivent être pris avant le 31 décembre 2020. C'est dans la limite de 10 jours. L'intérêt de l'entreprise doit le justifier eu égard aux difficultés économiques qui sont liées à l'épidémie actuelle. Et enfin, l'employeur doit informer le comité social et économique sans délai et par tout moyen. Donc, encore une fois, c'est si l'entreprise est pour vous d'un comité social et économique. Et donc, l'avis de ce comité est rendu dans le délai de 1 mois à compter de cette information. Donc, ça peut intervenir finalement après que l'employeur ait fait usage de cette faculté. Et enfin, donc, est-ce que je peux imposer des jours de congés payés et des jours de RTT, donc c'est-à-dire finalement cumuler les deux dispositifs? Oui, c'est possible, mais dans les limites qui avaient été expliquées précédemment, donc de 6 jours de congés payés et de 10 jours. Alors là, j'ai mis RTT, mais c'est RTT ou les autres repos qui sont prévus par l'ordonnance, comme les repos, comme les droits affectés au compte épargne-temps ou les repos qui sont dans une convention de forfait. Donc, ensuite, sur la question des durées maximales de travail. Donc ça aussi, c'est un sujet qui a finalement été beaucoup abordé à la télé, mais qui a aussi fait pas mal réagir sur le net. Donc à la question de savoir est-ce que je peux augmenter la durée de travail de mes salariés? Oui et non. En fait, il y a seulement certaines entreprises qui peuvent accroître la durée du travail de leurs salariés dans le contexte actuel. Encore une fois, c'est l'ordonnance du 25 mars 2020. Donc, c'est des entreprises qui relèvent de secteurs d'activité qui sont particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Et donc, ces entreprises-là seront listées par décret. Donc, ce sera possible avec finalement ces modifications de travailler jusqu'à 12 heures par jour, y compris pour des travailleurs de nuit. On peut réduire le repos quotidien à 9 heures, contre 11 classiquement, ou même encore porter la durée de travail par semaine à hauteur de 60 heures par semaine. Ça, pour vous illustrer quelques exemples. Ensuite, donc, les conditions pour utiliser finalement cette dérogation sur la durée du travail, c'est d'abord d'informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique, d'informer aussi sans délai et par tout moyen le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation et de l'emploi. Et ces dérogations, de toute façon, cessent au 31 décembre 2020. Donc, au jour d'aujourd'hui, le décret qui précise les entreprises, en tout cas les secteurs d'activité qui sont couverts par ces dérogations en matière de durée du travail, donc ce décret n'est pas encore paru. Donc, il y a des secteurs d'activité qui a priori seraient concernés, c'est le secteur médical, le secteur de l'agriculture et celui de l'agroalimentaire. Il a été aussi évoqué le secteur du BTP, la logistique et les transports, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a rien de concret. Enfin, sur la problématique du travail le dimanche, est-ce que je peux faire une exception au repos dominical? Oui, mais alors dans les mêmes conditions que précédemment. Donc, c'est pour les entreprises qui relèvent de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Encore une fois, on est en attente de parution du décret. Et dans ce cas-là, le repos hebdomadaire pourrait être attribué par roulement. Et cette dérogation cessera encore une fois au 31 décembre 2020. Enfin, donc la dernière partie finalement sur le contrat de travail en temps de coronavirus, une question qui est revenue très régulièrement, c'est est-ce que finalement en ce moment je peux sanctionner ou même licencier un salarié? Alors oui, à ce sujet-là, rien n'a changé, c'est toujours possible. Il faut juste être vigilant en matière de délai, prévoir des délais un petit peu plus larges, par exemple entre la date d'envoi de la convocation à un entretien préalable à une sanction ou à un licenciement et la date de cet entretien. Que ça vous aura pas échappé finalement qu'il y a eu des délais postaux qui étaient un petit peu plus longs. Donc voilà, il faut vraiment s'assurer de la bonne réception finalement des convocations, donc prévoir des délais beaucoup plus larges. Il faut aussi être prévoyant en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, notamment quand le télétravail a été mis en place.
Parce qu'en cas de contentieux, finalement, le salarié pourrait expliquer qu'il a un passif finalement de bon salarié et que c'est le contexte actuel et le fait d'avoir été mis dans des mauvaises conditions de travail, le fait d'avoir eu un télétravail mis en place dans l'urgence, qui l'aura mis dans cette situation. Donc ça, il faut vraiment être vigilant. Enfin, dans le même esprit, il y a la question finalement du bien fondé des licenciements pour motifs économiques. A priori, effectivement, le contexte actuel sera favorable à la reconnaissance des licenciements pour motifs économiques. Après, peut-être que monsieur le juge donnera son avis sur la question par la suite. Mais voilà, en tout cas, c'est le ressenti qu'on peut avoir par rapport au contexte actuel. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des changements spécifiques en matière de procédure de licenciement et de délai? Oui, c'est le cas. Donc, normalement, en matière de licenciement pour procédure disciplinaire, enfin pour motif disciplinaire, pardon, les délais sont ceux que vous pouvez voir. Il y a par exemple ce qui s'appelle la prescription des faits fautifs. Donc, c'est-à-dire que quand un salarié commet une faute, il faut engager la procédure dans les 2 mois de la commission des faits fautifs. Et là, en fait, ces délais-là ont été interrompus, en tout cas suspendus, avec les ordonnances liées au coronavirus. Et l'ordonnance finalement du 25 mars relative à la prorogation des délais qui sont échus pendant cette période d'urgence a apporté des précisions. Il est prévu par exemple que toute formalité qui est prévue par la loi ou le règlement à peine de prescription, donc là en l'occurrence le délai de prescription des faits fautifs en cas de faute commise par un salarié, donc, toute formalité qui aurait dû être accomplie pendant la période d'urgence sera réputée avoir été faite à temps si la formalité a été effectuée dans la limite de 2 mois après le 23 juin 2020. Donc le ministère de la Justice a apporté son interprétation là-dessus. Ils ont précisé que ce texte avait effectivement un impact en matière de procédure disciplinaire et de licenciement. Donc, a priori, en ce moment, si une procédure de licenciement est engagée, en tout cas si c'était au moment du confinement, l'employeur pouvait bénéficier de délais plus souples. Évidemment, c'est quand même déconseillé quand on a la possibilité de respecter les délais, de prendre le temps, parce que bien qu'il y ait une interprétation qui a été faite, un commentaire qui a été mis en ligne par le ministère de la Justice, c'est soumis à interprétation souveraine des juges du fond en cas de contentieux. Et l'actualité juridique de ces derniers mois en a montré un bon exemple. Par exemple, il y avait le barème Macron qui avait été mis en place. Et finalement, même si ce barème était prévu par les textes, les juges prud'homaux, en tout cas certains juges prud'homaux, ont résisté. Donc il faut absolument être vigilant, tant qu'on peut respecter les délais, autant le faire. Ensuite, sur la seconde partie de ce webinaire, la santé au travail, on va voir la question de l'obligation de sécurité de l'employeur, le document unique d'évaluation des risques, le droit de retrait. Un sujet qui va peut-être vous intéresser, parce qu'il rapporte un petit peu d'argent, c'est les subventions qui ont été mises en place par l'assurance maladie. Les salariés reconnus comme vulnérables, la question des visites médicales et enfin, une question qui a été souvent posée, qui a fait aussi l'objet d'actualité, c'est la réalisation de tests et la prise de température des salariés. Donc tout d'abord, sur la question de l'obligation de sécurité, quelles sont mes obligations en tant qu'employeur? Donc le Code du travail vous dit qu'il faut absolument assurer la sécurité et la santé de vos salariés, tant physique que mentale. Donc pour ce faire, il faut avant tout éviter les risques. Donc en ce moment, ça va être par exemple, si c'est possible, de mettre en place le télétravail. Si les risques ne peuvent pas être évités, dans ces cas-là, il faut absolument évaluer les risques, combattre les risques à la source, mais aussi adapter le travail à l'homme. Ensuite, il faut tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a quotidiennement des évolutions, notamment sur les données médicales par rapport au coronavirus. Bon, bah, ça, il faut le prendre en compte. On ne pourra pas reprocher à un employeur, finalement, de ne pas avoir su ce qui allait évoluer par la suite. Ça peut être, par exemple, la problématique des masques, comme on a pu le voir. Il faut aussi remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas ou ce qui est moins. Planifier la prévention. C'est ce qui a été dit dans les jurisprudences précédentes. Il faut une vision globale et non pas jour par jour. Il faut prendre des mesures de protection collective. Donc, toujours privilégier, si c'est possible, les mesures de protection collective plutôt que des mesures de protection individuelle. Et enfin, donner des instructions qui sont appropriées aux travailleurs. Donc, les mesures de prévention comprennent des actions de prévention, l'information, mais aussi la formation des salariés et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Et normalement, si vous mettez en œuvre tout cela, vous ne devriez pas engager votre responsabilité en sachant que vous êtes soumis à une obligation dite de moyens renforcés. Donc, on ne vous reprochera pas spécialement le fait qu'il y a un cas qui se déclare dans votre entreprise. En revanche, ce qui peut vous être reproché, c'est de ne pas avoir mis en œuvre tout ce que vous pouviez pour éviter qu'il y ait des cas qui se déclarent. Ensuite, donc, comment faire pour protéger la santé de mes salariés? Je vous donne ici quelques petits exemples pratiques. Donc, il y a des mesures pour éviter le risque, donc, ce qui est, comme je vous l'ai dit, à privilégier, mais aussi des mesures pour combattre le risque. Donc, avant toute chose, assez logiquement, le respect des gestes barrières. Le fait d'équiper vos salariés avec des protections individuelles, donc c'est le gel hydroalcoolique, les masques quand les mesures de distance ne peuvent pas être respectées, ou encore leur donner des lingettes désinfectantes. Pour éviter le risque, logiquement, privilégier le télétravail. Pourquoi pas mettre en place des pauses décalées pour éviter que finalement dans la salle de pause qui est peut-être pas nécessairement grande, que tous les salariés soient en même temps trop proches finalement. Il faudrait aussi former les salariés et les informer sur l'utilisation des équipements de protection individuels. Placer en activité partielle certains salariés, j'y reviendrai par la suite, notamment le cas des salariés considérés comme vulnérables. Prévoir un protocole en cas de cas, désigner un référent santé et aussi rappeler, pourquoi pas dans votre règlement intérieur aux salariés, que s'ils ne respectent pas les différentes mesures de prévention de santé pour protéger leur santé et celle de leurs collègues, ils peuvent être sanctionnés pour cela. Donc ensuite, je vous ai parlé justement du protocole à prévoir s'il y a un cas qui se déclare. Donc c'est celui que vous pouvez voir là à droite de votre écran. Donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire finalement si un salarié est atteint du Covid ou en tout cas suspecté de l'être. D'ailleurs, vous pourriez éventuellement afficher ce genre de protocole pour savoir comment réagir assez rapidement si un cas se déclare. Donc ça va être tout d'abord d'isoler la personne dans une pièce, lui faire porter un masque, mobiliser le référent santé, le sauveteur sécurité du travail et le service de santé dédié. Donc, première hypothèse, s'il n'y a pas de risque de gravité, dans ces cas-là, vous pouvez contacter le médecin du travail et à défaut, vous pouvez inviter au moins le salarié à contacter son médecin traitant et organiser le retour à domicile du salarié, mais en évitant les transports en commun, assez logiquement pour éviter qu'il contamine d'autres personnes. Et la seconde hypothèse, donc, c'est s'il y a des signes de gravité, par exemple des stress respiratoires ou une perte de connaissance. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à appeler le SAMU au 15. Donc, quoi qu'il en soit, il faut absolument contacter les services de santé au travail, parce que finalement, c'est eux qui sont c'est le service le plus adapté pour vous renseigner par rapport à la situation de votre entreprise. Donc ensuite, sur la question du document unique d'évaluation des risques, donc comme on l'a vu, l'employeur doit éviter les risques dans l'entreprise, c'est prévu par le Code du travail. Et s'il ne peut pas éviter les risques, dans ces cas-là, il doit absolument les évaluer. Et une fois qu'il les a identifiés, après les avoir évalués, il doit les combattre. Donc, à la suite de cette évaluation, l'employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Et donc, à la question où intégrer finalement le résultat de l'évaluation des risques, assez logiquement, c'est dans le document unique d'évaluation des risques. Alors là, j'insiste vraiment là-dessus. Ce document est obligatoire dans toutes les entreprises qui emploient des salariés. J'insiste là-dessus parce que tout le monde ne le sait pas forcément, ce n'est pas forcément suivi. Et pour autant, dans la période actuelle, c'est vraiment quelque chose qui va être surveillé. Donc, soyez-y vigilants. Donc, ensuite, sur la rédaction du document unique d'évaluation des risques, il faut demander l'avis consultatif du comité social et économique sur l'élaboration du document unique d'évaluation des risques si vous n'en aviez pas, ou si vous en aviez un, sur la mise à jour finalement de ce document unique d'évaluation des risques. Mais aussi donc prévoir dans ce document, outre les risques physiques d'être contaminé par le coronavirus, des risques qui sont liés au télétravail. Donc, ce qui était dit finalement dans les actualités jurisprudentielles par rapport aux problématiques de risques psychosociaux. Donc, pour vous donner quelques petits exemples de risques qui peuvent être intégrés dans le document unique d'évaluation des risques, ça va être par exemple donc, pour le télétravail le risque d'isolement,
le risque lié au stress, donc, par exemple la peur de l'échec d'un salarié qui ne sait pas forcément bien travailler en télétravail, ou une hyperconnexion, et les problématiques d'ergonomie, donc tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, parce que le poste de travail à la maison n'est évidemment pas aussi bien adapté que sur son lieu de travail habituel. Et ensuite, donc en matière de risque sur site, il y a les risques de contamination. Donc, par exemple, dans des zones un petit peu plus risquées comme des open space, les salles de repos, les vestiaires ou encore une zone d'accueil du public. Autre risque qui peut être abordé, c'est l'anxiété qui est liée à la contamination, que ce soit pour le salarié lui-même ou le fait de contaminer éventuellement ses proches. Et enfin, Veuillez le risque lié au patienter, stress. votre correspondant va vous reprendre dans quelques instants. Ensuite, donc, le risque lié au stress, notamment généré par... Allô? Audrey, oui, Audrey, est-ce que tu peux couper les autres téléphones des gens? Je crois que tu peux le faire à distance. Après, il faut que tu Cette recommences la même conférence phrase. va maintenant être enregistrée. Pardon, Et donc, vas-y, continue, désolé. il n'y a pas de souci. Et donc, les risques liés au stress, par exemple, donc générés par exemple par une nouvelle organisation du travail. On l'a vu par exemple à la télé, dans les magasins de vêtements, on voyait qu'il y avait un marquage au sol à respecter, qu'il fallait passer une sorte de fer à repasser sur les vêtements. Vous voyez, c'est des nouvelles méthodes de travail qui peuvent créer un stress supplémentaire aux salariés, donc il faut prendre en compte dans l'évaluation des risques. Donc ensuite, sur le droit de retrait, donc le droit de retrait, qu'est-ce que c'est finalement? Donc ce droit permet à un salarié de cesser son travail s'il estime raisonnablement être dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie. Bonne ouverte pour toute la nuit, hein, si tu as des questions pour la réponse à l'appel d'offres. Pardon? Là, c'est quand Audrey n'a pas coupé son propre Oh micro. mince! Donc, Audrey, ouais, Laetitia, en fait, Pas grave. excusez-nous tous, on reprend. Il n'y Merci. a pas de souci, c'est un test. Donc voilà, le droit de retrait donc pour une situation de danger grave et imminent pour la santé ou la vie du salarié. Donc, le fait d'utiliser ce droit par le salarié ne peut pas donner lieu à une sanction ni à une retenue de salaire. Donc, si, par exemple, un salarié est licencié parce qu'il a utilisé son droit de retrait, dans ces cas-là, ce licenciement est entaché de nullité. Donc, la nullité, ça veut dire que le barème Macron ne sera pas applicable pour plafonner finalement le montant des dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à la rupture. Et donc, ça peut éventuellement coûter très cher, outre les diverses indemnités de rupture auxquelles pourrait être condamné l'employeur en question. Il faut aussi faire attention, être vigilant parce que la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour un travailleur qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors que l'employeur a été alerté du risque qui finalement s'est réalisé. Donc là, il faut vraiment être vigilant là-dessus, parce que outre la nullité du licenciement qui déjà coûte cher, il y a la question de la faute inexcusable. Ensuite, dans quel cas le salarié peut user son droit de retrait? Alors, ça ne va pas être juste parce qu'il existe une épidémie, sinon tout le monde s'arrête de travailler. En revanche, le salarié pourra utiliser ce droit de retrait si sa situation de travail l'expose particulièrement et que l'employeur n'a pas mis en place les mesures utiles pour protéger sa santé ou sa sécurité. Je vais vous prendre un exemple. Ça va être par exemple s'il y a un salarié qui est en contact avec du public, que l'employeur n'a pas non plus évalué les risques, qui ne lui a donné aucun équipement de protection, et qu'en plus, c'est un salarié éventuellement qui est considéré comme vulnérable. Donc là, ça commence à faire beaucoup de critères qui peuvent justifier qu'effectivement, il s'inquiète pour sa santé. Ensuite, donc, que peut faire l'employeur si un salarié use de son droit de retrait de façon abusive? Première des choses, c'est de procéder à une retenue sur salaire, mais qui est proportionnelle à la durée de l'inexécution du contrat. J'insiste sur la proportionnalité, parce qu'il ne faut pas que ça dérive sur une mesure de sanction pécuniaire qui est strictement interdite. Et si le comportement du salarié persiste à plusieurs reprises, dans ces cas-là, il peut être envisagé un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Peut-être éviter finalement d'aller sur un licenciement au-delà, un licenciement pour faute. Après, c'est à voir selon les situations. Et enfin, en cas de contentieux, de toute façon, l'appréciation du caractère abusif ou non de l'exercice du droit de retrait par le salarié sera soumis à l'appréciation souveraine des juges. Donc, la partie qui devrait peut-être vous intéresser un peu plus, c'est la question des subventions qui ont été mises en place par l'assurance maladie.
la partie qui, pour une fois, ne vous coûte pas de l'argent, mais va vous en rapporter. Donc, l'assurance maladie a mis en place une subvention prévention Covid. Alors, pour qui est-ce que c'est? C'est pour les entreprises de 1 à 49 salariés et les travailleurs indépendants qui relèvent du régime général. Pour quelles dépenses? Ça va être pour acheter des équipements pour vous protéger contre le coronavirus. Et c'est ces achats qui ont été effectués entre le 14 mars et le 31 juillet 2020. Ensuite, de combien peut être cette subvention? Finalement, c'est une subvention qui peut aller à hauteur de 50% de votre investissement hors taxe. Donc, le montant minimum d'investissement pour en bénéficier, ce sera de 1 000 € hors taxe pour une entreprise avec des salariés. Et pour un travailleur indépendant qui n'a pas de salarié, ce sera un montant minimum d'investissement de 500 € hors taxe. Et comment en bénéficier? Il faut tout simplement télécharger le formulaire qui est mis en ligne sur le site de l'assurance maladie et l'adresser avec les pièces justificatives qui sont indiquées dans ce formulaire. Il faudra bien faire attention à envoyer ce formulaire à la caisse régionale de rattachement et avant le 31 décembre 2020. Ensuite, donc, sur la question des salariés qui sont considérés comme vulnérables, ceux qui présentent un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 et qui peuvent être placés en activité partielle. Qui sont-ils? Donc, je les ai listés dans le tableau. Je vais vous donner quelques exemples plus fréquemment rencontrés. Ça va être par exemple un salarié qui a un diabète non équilibré, un salarié qui aura une pathologie chronique respiratoire, un salarié qui présente une obésité ou encore une femme enceinte qui est au 3e trimestre de sa grossesse. Qu'est-ce qu'il faut faire si un de mes salariés est dit vulnérable mais qu'il refuse d'être placé en activité partielle? Donc d'abord, si possible, il faut le mettre en place du télétravail. Et si le télétravail n'est pas non plus possible, dans ces cas-là, il est vivement conseillé d'organiser une visite médicale auprès du médecin du travail avant qu'il reprenne son poste pour être sûr qu'effectivement, il est apte à reprendre son poste et éviter aussi qu'on vous reproche de ne pas avoir été assez vigilant sur sa capacité à reprendre le poste. En tout cas, il faut faire attention à ne pas imposer l'activité partielle aux salariés vulnérables, parce que ça pourrait être une mesure qui est considérée comme discriminatoire. Il faut quand même lui laisser le choix. Donc, sur la problématique des visites médicales, il y a eu des changements aussi. Question qu'on a pu avoir, c'est j'avais des visites médicales qui étaient prévues, est-ce qu'elles sont reportées? Donc, pour les salariés qui ont des visites et examens médicaux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020, le médecin du travail peut reporter jusqu'au 31 décembre 2020 leur date. Ça a été prévu par le décret du 8 avril 2020. Dans ce cas, le médecin du travail va vous informer, donc l'employeur, mais aussi le salarié de la date du report. Donc, les visites qui sont concernées par ce report, c'est la visite d'information et de prévention initiale, donc la visite qu'on passe quand on est embauché quelque part, le renouvellement de la visite d'information et de prévention, mais aussi le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite médicale intermédiaire pour les salariés en suivi renforcé. Donc, dans quel délai peut se faire ce report? Pour les travailleurs qui font l'objet d'un suivi individuel renforcé, ça peut être reporté jusqu'à 1 mois après la reprise du travail, en tout cas au plus tard. Pour tous les autres travailleurs, ça peut être reporté jusqu'à 3 mois après la reprise du travail. Pour information, le médecin du travail n'est pas tenu en ce moment d'organiser la visite de pré-reprise des salariés qui ont été en arrêt de travail de plus de 3 mois lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020. Je conseille quand même d'être vigilant sur l'utilisation de ce dispositif que vous êtes reproché en tant qu'employeur. Donc, il y a des visites, comme on l'a vu, qui ont fait l'objet de report, en tout cas qui peuvent l'être. D'autres ne peuvent surtout pas être reportées. Donc, c'est par exemple le cas si le médecin du travail apporte une appréciation contraire. Ce sera aussi le cas si c'est des visites ou des examens médicaux qui concernent un travailleur handicapé, un travailleur de moins de 18 ans, un travailleur qui perçoit une pension d'invalidité, les salariés qui sont des femmes enceintes qui viennent d'accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit et enfin les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques. Alors là, ça ne concerne que les postes pour lesquels les valeurs d'exposition sont dépassées. Ensuite, donc dans les visites qui ne peuvent pas être reportées, c'est l'examen médical d'aptitude à l'embauche d'un salarié qui bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Et enfin, le renouvellement de l'examen d'aptitude des salariés qui sont exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Alors, comment se déroulent en ce moment les visites et les examens médicaux? Est-ce qu'il y a un changement? La réponse est oui, effectivement, il y a un changement. La médecine s'est elle aussi mise au télétravail. Et donc maintenant, dans la plupart des cas, les visites se feront en téléconsultation. Donc, en tant qu'employeur, vous devez être vigilant vis-à-vis du secret médical. Vous devez permettre à vos salariés d'effectuer cette visite dans une pièce isolée, avec un ordinateur donc, et une webcam. Et enfin, donc, pour aborder la dernière question de ce webinaire, donc c'est la réalisation de tests et de prise de température. Donc, il y a des entreprises qui ont mis ce système en place. Ça a été par exemple le cas de l'entreprise Veolia. La question de savoir est-ce que je peux tester les salariés, prendre leur température ou réaliser un fichier des salariés vulnérables. La CNIL a apporté des précisions à ce sujet. Donc, la réalisation de tests à grande échelle, pour l'instant, n'a pas été préconisée. Il faut savoir quand même que les données de santé sont couvertes par le secret médical. Donc, si vos salariés effectuent des tests ou des examens médicaux, ça doit être réalisé par des professionnels de santé et non pas par vous. Si jamais il y a une suspicion finalement de Covid, la CNIL a quand même rappelé que l'employeur doit s'appuyer sur les services de santé au travail. Ils sont là pour ça. Et à défaut, il y aura le médecin traitant. Donc, il est vraiment déconseillé à l'employeur de réaliser lui-même ces tests, d'enregistrer les résultats de ces tests, mais aussi de lister les personnels qui sont considérés comme des personnels vulnérables. Parce que dans ces cas-là, l'employeur s'exposerait à des poursuites pour une atteinte à la vie privée et un manquement aux règles en matière de traitement des données personnelles, tout ce qui est règlement RGPD. Par contre, rien ne vous interdit de mettre ce matériel à disposition des salariés. Par contre, il faudra évidemment veiller au respect des mesures d'hygiène. S'il y a un thermomètre qui est mis à disposition, si un salarié a touché, il faut qu'il désinfecte avant de le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, en résumé, par rapport à l'ensemble de cette présentation, donc oui, la période épidémique a entraîné diverses dérogations au droit du travail. Il y a d'ailleurs des annonces qui ont été faites pour limiter les licenciements. Mais contrairement à une idée reçue, il est toujours possible de procéder à des licenciements, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Les employeurs n'ont pas les mains liées en ce moment. Il y a d'autres annonces qui ont été faites pour rassurer les employeurs et indiquer que les mesures dérogatoires assouplissent le droit du travail en cette période. C'est ce qui avait été évoqué avec le fait d'imposer les congés payés, l'augmentation de la durée du travail, la diminution des temps de repos, etc., abordé encore une fois précédemment. Pour autant, il faut être vigilant, c'est parce qu'il y a des aménagements qui ont été prévus qu'il n'y a plus de règles pour autant. Le code du travail existe toujours. Effectivement, s'il y a eu des modifications liées au contexte actuel, il est important de respecter de toute façon les règles qui sont prévues dans le code du travail. Voilà, donc il y a plusieurs questions que je n'ai pas pu aborder pendant ce webinaire parce qu'il y a beaucoup eu d'évolutions malgré tout. Donc, si vous avez des questions ou envie d'approfondir un petit peu à ce sujet, sachez que j'ai fait plusieurs posts sur mon profil LinkedIn sur le lien entre le droit du travail et le coronavirus. Vous pouvez aller les consulter. C'est par exemple le cas pour l'arrêt maladie pour garde d'enfants et le passage en chômage partiel, la responsabilité de l'employeur, ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, faute inexcusable, mise en danger d'autrui, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous avez plus d'informations, si vous voulez plus d'informations sur ce thème. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté.